Concernant le déroulement de cette première journée, nous aurons tout d'abord le plaisir d'écouter le coordonnateur du réseau, Anami, Monsieur Amplias Asogba, qui nous présentera le réseau ainsi que la vision de cet atelier. Ensuite, nous accueillerons notre expert facilitateur du jour, Monsieur Abdel Vissoupo, qui animera la section. Sans plus tarder, Monsieur Amplias Asogba, nous vous invitons à céder la parole pour quelques minutes. Merci. Alors, merci beaucoup, Clarisse. Merci pour la parole. Je souhaite quand même la bienvenue à tous ceux qui sont là aujourd'hui. Et comme elle a dit, normalement, je devais présenter le réseau, mais je ne vais pas présenter le réseau. J'ai changé d'avis à la dernière minute. Euh, Ce soir, nous ne sommes pas simplement réunis pour une formation, n'est-ce pas? Nous sommes réunis parce que quelque chose doit changer. Nous avons remarqué que quelque chose doit changer. Dans nos réalités, dans nos centres de santé, dans nos communautés rurales, il y a des situations que nous voyons tous les jours. Des patients qui arrivent trop tard, des maladies qu'on aurait pu prévenir, des décisions qu'on aurait pu éviter si quelqu'un avait agi plus tôt. Et très souvent, ce quelqu'un-là, c'est nous. C'est nous qui sommes ici. C'est nous les paramédicaux. Et je ne parle pas ici en théorie, hein, je parle depuis le terrain. Parce que dans mon parcours, en travaillant pour la plupart dans des contextes ruraux, j'ai ressenti quelque chose de très fort qui est l'isolement professionnel. C'est ce moment où tu vois clairement un problème dans ta communauté, tu sais qu'il faut agir, mais tu n'as ni le cadre, ni le réseau, ni l'accompagnement qu'il faut pour transmettre cette idée en action concrète. Ce qui se passe, c'est qu'au fil du temps, tu finis par t'habituer à ne rien changer du tout. Et c'est exactement comme ces réalités que Anami est né, n'est-ce pas? Donc, Anami aujourd'hui n'est pas une organisation classique, mais comme une réponse simple à un problème réel. Créer un espace où les paramédicaux africains peuvent se connecter, apprendre et surtout agir ensemble. Donc aujourd'hui, ce réseau existe parce que nous partageons tous cette conviction-là. Le leadership paramédical peut transformer la santé communautaire en Afrique. Et notre vision, elle est claire, hein. Nous voulons une Afrique où les infirmiers, les sages-femmes, les paramédicaux assimilés seront des leaders incontournables de la santé communautaire et préventive. Mais pour ce soir ou bien pour ce programme, je vais être un peu clair. La PPC n'est pas un webinaire ou une formation de plus. C'est un espace, ce n'est pas aussi un espace pour accumuler des connaissances. C'est plutôt un espace pour construire. Donc pendant ces 7 jours, on ne va pas seulement apprendre ici, mais on va essayer ensemble d'identifier un problème réel dans nos communautés respectives, essayer de transformer ce problème-là en objectif concret, essayer ensemble de construire un plan réaliste et apprendre à mesurer l'impact que chacun a ou bien aura dans sa communauté. Donc, en résumé, nous allons apprendre ensemble à passer de l'idée à l'action structurée. Parce que notre objectif n'est pas de produire des théoriciens, OK, mais c'est de former des professionnels capables d'agir avec peu de ressources, capables d'agir même sans un titre professionnel. Donc, pas besoin d'être major d'une structure, pas besoin d'être responsable d'une structure avant d'apporter un changement concret, n'est-ce pas? Mais pour que cela fonctionne, il y a un cadre. C'est que ce programme repose sur 4 piliers. Premièrement, l'engagement. Donc, on attend de chacun d'entre nous un engagement minimum. On attend une certaine rigueur. On attend une responsabilité que on aura chacun dans sa communauté. Et enfin, on attend une collaboration panafricaine. La ponctualité.
La participation active et le respect du cadre que nous avons mis en place ne sont pas négociables. Parce que ce programme-là veut un certain niveau, veut un certain standard et cela dépend de chacun d'entre nous ici. Donc, il est important que vous sachiez que Anami n'est pas une organisation juste comme ça distante, mais c'est une communauté qui ont décidé de ne plus rester isolés. Donc aujourd'hui, nous venons de plusieurs pays. Nous avons 10 pays qui sont représentés dans cette cohorte fondatrice de la PPC. Donc nous avons plusieurs réalités ici. Nous avons plusieurs contextes différents, mais notre objectif elle est commun. Et l'objectif là, c'est d'améliorer concrètement la santé de nos communautés. Alors tout ce soir, tout commence par vous. Posons-nous quelques questions avant les outils, avant les projets, avant les indicateurs, tout ce qu'on voit là. Quelle posture avez-vous? Ou bien quelle posture avons-nous dans nos communautés? Est-ce qu'on est simplement des exécutants ou on est un acteur de changement? Je voudrais que nous gardions ces questions en tête durant tout ce programme-là. Donc, je vous invite dès ce soir à changer de position. Ne plus attendre que les solutions viennent d'en haut ou bien viennent d'un supérieur hiérarchique, mais commençons ensemble à construire. Commençons ensemble au niveau où nous sommes, au poste où nous sommes actuellement. Parce que parfois, un simple projet bien structuré peut sauver plus de vies qu'un grand programme jamais appliqué. Donc, sur ces mots-là, je vous souhaite la bienvenue dans la PPC 2026 et bienvenue dans l'action. Merci beaucoup, chère Clarisse. Merci beaucoup, Monsieur Amplis. Amplias, excusez-moi pour la prononciation. OK. Nous invitons respectueusement Monsieur Abdel à s'installer. Chers participants, veuillez couper vos micros afin que la présentation se déroule bien. Notez vos préoccupations pour les poser à la fin. Merci. Merci. Bonsoir, chers tous. Bonsoir, chers collègues. Merci Bonsoir. beaucoup. Merci beaucoup, Madame Clarisse, pour la parole accordée. Sans plus tarder, je vais partager mon écran. Euh, J'espère que mon écran est visible, hein. Oui, Monsieur Abdel, c'est visible. OK, bonsoir, chers collègues, chers participants. Euh, Merci, je remercie très sincèrement un ami pour l'opportunité, pour l'occasion accordée et d'avoir le privilège ce soir de vous entretenir sur le thème leadership paramédical et l'engagement à l'initiative. Pour commencer, je dirais ce soir, ça ne sera pas un cours magistral, ça serait des échanges interactifs parce que vous aussi, en votre position, vous êtes des experts, euh, parce que vous êtes des professionnels. Donc, on va commencer. Donc, je vais me présenter rapidement. Comme la modératrice l'avait dit, je m'appelle Abel Fissoupo. De base, je suis un inspecteur d'action sanitaire infirmier de base.
Donc, après, j'ai poussé un peu à me spécialiser en santé publique. Je suis un consultant en gestion de projet, suivi, évaluation, associé de recherche clinique et tous autres. Donc, c'est un peu, il y a beaucoup de casquettes, mais on ne veut pas trop rester sur ça. Ce matin, ce soir, euh, notre échange va s'articuler autour de quelques points que voici. Brièvement, on va introduire. Dans le développement, on va parler de l'exécution de tâches en tant qu'un paramédical, vers l'idée de leadership initiative. En deux, on va présenter les attentes de Anami au cours de cette session. En trois, on va partager les expériences par intervenant. Donc, vous allez prendre la parole et partager vos expériences. En quatre, on va voir la mise en perspective et de la logique globale, au fait, et à la fin, on va conclure. Donc, chère modératrice, selon le planning à 22 heures, mais à 21 heures chez d'autres, on doit faire une pause. Donc, quand l'heure va s'approcher, veuillez me faire signe pour que je puisse arrêter, au fait. D'accord, monsieur. Donc, on va commencer ce soir par une question simple. Quelle est la question? Et si notre prochaine grande crise sanitaire était déjà là, sans qu'on ne rende compte? J'ai besoin de trois intervenants qui pourra me dire ce que lui comprend pas, lui, ce que lui comprend pas cette question et qu'est-ce que cette question veut dire selon lui. Ceux qui veulent répondre peuvent lever les mains. Donc, on va évoluer rapidement. Comme il n'y a pas de main levée, je pense que après vous allez certainement comprendre. La question, c'est simple. Et si notre prochaine grande crise sanitaire était déjà là, sans qu'on Pardon, en... il y a la Oui. main de David. OK, Monsieur Davis, vous avez la parole. Oui, monsieur Monsieur David, Davis, vous avez la parole. Bonsoir, chers tous. Bonsoir, chers tous. oui, bonsoir, Bonsoir, monsieur. allez-y. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Concernant la question, si notre prochaine crise sanitaire était déjà là, sans qu'on ne s'en rende compte, je partirai d'un simple exemple, l'utilisation des antibiotiques à notre époque aujourd'hui. La majorité des agents de santé ne respectent plus le protocole normal d'utilisation des antibiotiques. Il faudrait normalement commencer par la palier la plus basse et grimper au fur et à mesure en fonction de l'infection. Mais aujourd'hui, notre constat est que aussitôt on quitte le palier 1, palier 2, on va utiliser l'antibiotique de palier 3. À un moment donné, l'organisme de la population développe une résistance. Quand bien même on va utiliser ces antibiotiques, ça ne va plus donner le résultat attendu. Et là, c'est un vrai problème. C'est aujourd'hui que nous créons déjà le problème là qui va constituer un grand souci pour la communauté demain, sans qu'on ne s'en rende compte. C'est ce que je peux dire par rapport à la question. Merci. Oui, merci, monsieur David. Oui, madame Lucette. Oui, bonsoir, chers tous. Oui, bonsoir. Oui.
Et si notre prochaine crise est déjà là? C'est une question qui interpelle chacun de nous, dans le sens que ce n'est pas au moment où, et quand une crise se déclare, excusez, quand une crise se déclare, que c'est en ce moment qu'il y a urgence. Et souvent, quand elle se déclare, nous pensons forcément à comment gérer et s'en sortir. Mais on pourrait faire mieux. Faire mieux, c'est aller en arrière et commencer par anticiper. Et la crise se déclare comment? C'est déjà dans l'environnement où nous vivons. Quels sont les facteurs qui favorisent, par exemple, une émergence de maladie, une émergence d'une crise plus tard? Et donc, si on arrive à déceler tout cela, on pourra quand même anticiper et mieux agir. Donc, forcément, ce n'est pas en attendant une crise tranquillement dans son coin qu'on peut quand même, en tant qu'acteur, et contribuer à, à, à promouvoir la santé, voilà, parce que nos actions, c'est toujours dans le sens de promouvoir la santé, de l'améliorer. Merci. Merci. Là, vous voyez que vous êtes des experts, non? Donc, ce soir, on va beaucoup échanger parce que moi, je suis qu'un seul facilitateur. C'est ça. C'est les questions en tant qu'un acteur, en tant qu'un professionnel de santé dans un milieu de science. C'est ce genre de questions qu'on doit se prendre une pause et se poser davantage et faire le point là où nous sommes actuellement. Et si une crise sanitaire déclenche, est-ce que nous serons en mesure de gérer? Est-ce que la prévention ne vaut pas mieux que de guérir? C'est des questions qu'il faut vraiment se poser. Là, je remercie les intervenants. Vous avez super bien développé et vous avez resté dans l'idée de ma question. Euh, Pendant que nous nous mobilisons, voyons, on commence pendant que nous nous mobilisons à juste titre contre les maladies à potentiel épidémiologique, une autre urgence progresse en silence. Quelle est cette urgence-là? C'est les maladies non transmissibles comme l'hypertension, le diabète, les cancers et les maladies respiratoires chroniques qui ne font pas du bruit, hein, comme les flambées épidémiologiques, mais elles sont en train de détruire des vies et appauvrir les familles. Selon l'OMS, la maladie non transmissible représente aujourd'hui la première cause de décès dans le monde, est responsable de plus de tiers des décès. Plus inquiétant encore, elle touche de plus en plus les jeunes, aggravant la vulnérabilité de nos communautés. Il est alors nécessaire de renforcer la santé communautaire qui joue un rôle décisif dans l'éducation des communautés à travers les dépistages précoces et des cas vers les structures de prise en charge. Que nos dirigeants, nos partenaires et l'ensemble des acteurs de santé que nous sommes face de cette lutte, une priorité réelle, visible et durable. Face à cette réalité, une question s'impose encore à nous. Sommes-nous simplement en train de soigner ou sommes-nous prêts à agir autrement? Parce que la réponse ne viendra pas uniquement des grandes politiques ou des financements internationaux. Elle commence ici, ce soir, sur le terrain, avec nous, avec notre capacité à observer, à comprendre et à agir. C'est précisément ce que nous amenons aujourd'hui à parler des interventions centrées
sur le leadership paramédical en santé communautaire et prévenir et préventif en milieu rural. Comment nous pouvons faire? Je vous laisse la parole. Comment nous pouvons faire? Oui, Monsieur Diouf. Oui, Monsieur Diouf, vous avez la Bonsoir à parole. tous. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Je réponds au nom de Sorne Diouf, étudiante en licence 3 santé communautaire. Donc, face à ça, aux différentes maladies qui ont été élaborées, donc en tant que santé communautaire, on peut être leadership en faisant ce qu'on appelle la plaidoyer communautaire au niveau d'une communauté donnée pour faire comprendre que ce soit, comment dire encore, les acteurs locaux ou bien ceux qui sont chargés de la santé, de leur faire savoir qu'il y a une crise au niveau d'une communauté. Et comme ça, ils pourront faire des interventions sur ça. Merci. OK, merci, super. Très belle intervention. Oui, Monsieur Seydou, vous avez la parole. Vous avez la parole, Monsieur Seydou. Oui, bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Moi, je suis technicien de laboratoire. Oui, Je suis au Bénin. super. Euh, Selon la question qui est posée, je pense que nous devons sensibiliser parce que nous sommes en train de parler des maladies non transmissibles. Et quand je parle de sensibilisation, je vais dire par là, lorsque nous serons sur le terrain et que nous faisons des dépistages, il faudrait qu'on arrive à orienter les personnes que nous avons soupçonnées qui ont des traits de ces maladies vers un centre de santé un peu proche pour pouvoir les prendre en charge. Et pour cela aussi, avant de pouvoir faire le dépistage, je pense que nous pouvons mieux s'organiser en plaidoyant vers, par exemple, la mairie ou n'importe quelle structure pour pouvoir nous aider à aller dans ce sens. Sinon, en milieu rural, je pense que les gens n'ont pas assez de moyens pour aller se faire soigner dans les hôpitaux et autres. Donc, selon moi, c'est la réponse que j'ai à ce niveau. Merci. Oui, allô? Et allô? Oui, qui d'autre voulait intervenir? Ok, bonsoir à tous. Je vais dire quelques mots, ou du moins une phrase. Je suis Mariam depuis le Bénin. Donc, on parle d'intervention centrée sur le leadership. J'espère qu'on me reçoit, hein? Oui, oui, c'est un souci. Ok, d'accord, merci beaucoup. Je pense que là, il est question d'agir beaucoup plus sur le côté préventif parce que nous savons que en milieu rural, les gens n'ont pas accès à un plateau technique aussi élevé qu'en milieu urbain. Donc, le mieux, c'est de faire le travail préventif, quitte à ce que les gens ne tombent pas malades. Parce qu'il y a plusieurs inégalités, il n'y a même pas des routes qui relient des villages, des communes et autres pour aller à l'hôpital. Et encore, il n'y a pas de l'argent. La façon de comprendre la santé même des villageois diffère de ceux qui sont en ville. Donc, le mieux, c'est d'agir sur les déterminants sociaux de la santé à la base, surtout l'environnement, l'hygiène environnementale, l'hygiène corporelle et en tout cas travailler sur les déterminants sociaux de la santé pour que les gens à la base ne tombent pas malades parce qu'ils sont déjà doublement vulnérables de par les lieux là où ils vivent,
de par ce qu'ils ont comme moyens, de par les connaissances également. Donc, c'est ce que je voudrais quand même ajouter. Merci beaucoup. Ok, on va prendre un dernier intervenant et on va continuer. Oui, Monsieur Sané. Ok, bonsoir, monsieur le coordinateur, bonsoir, chers conférenciers, bonsoir, chers collègues. Donc, moi, c'est Assoumane Dandoulassani, je suis au Niger, je suis technicien supérieur de santé communautaire, mais là, je suis en train de faire une consultation dans le cadre de la vaccination au niveau du Bénin. Ça m'a beaucoup vraiment intéressé de voir cette plateforme. Et en tant qu'agent de santé ou disons technicien de santé communautaire avec une petite expérience, j'ai vraiment jugé utile de m'adhérer à ce groupe-là. Donc par rapport à cette thématique sur les maladies non transmissibles, en fait, je voudrais à ce que surtout qu'on mette aussi l'accent sur les relais communautaires parce que dans plusieurs pays, heureusement, l'approche communautaire beaucoup de ministères ont déjà adopté la politique nationale de la santé communautaire qui utilise d'une grande pondération les relais communautaires. Et les relais communautaires, ils ont plusieurs paquets. Il y en a qui ont le paquet promotionnel qui interviennent juste dans le rayon 0,5 km d'un centre de santé. Et il y en a qui ont le paquet complet, qui ont et la promotion et le curatif qui interviennent dans un rayon de 5 km à plus. Donc, je pense que pour cette approche communautaire, le relais communautaire peut jouer un rôle prépondérant, en tout cas, dans le sens qu'il va jouer, en tout cas, le rôle de la sensibilisation, étant entendu que le relais communautaire, c'est déjà un élément de la communauté. Il est élu par la communauté, il a la confiance de la communauté, il a un certain paquet de connaissances qu'il doit transmettre. Et le plus important aussi ici, selon moi, c'est l'utilisation des termes locaux, parce que chaque maladie n'a pas la même appellation en fonction de telle ou telle localité. Mais le relais communautaire étant de la localité va utiliser les termes locaux appropriés pour faire comprendre à la population cette maladie, les mesures préventives et les actions communautaires à faire, ou disons à prendre pour éviter cette maladie ou disons aussi pour la traiter si déjà on est atteint de cette maladie. Donc c'est un peu cela que je voudrais à ce qu'on ajoute si possible l'approche communautaire à travers l'utilisation des relais communautaires au niveau communautaire. Merci, monsieur le conférencier. Ok, merci beaucoup. Très belle intervention. On va évoluer. Bon, est-ce qu'il y a encore de mains levées? Oui, Oui, monsieur allô? Silla. Oui, monsieur Silla, soyez bref. Oui, D'accord, allô, vous. merci. Euh, je m'appelle Simbala Silla, donc je ne veux pas trop rentrer dans les détails sur ma propre personne, ça viendra peut-être après. Donc l'intervention communautaire, l'intervention centrée sur le leadership paramédical, selon moi, d'abord l'infirmier dans la zone rurale, il est à la base de la pyramide sanitaire. Comme moi, je suis sénégalais, nous avons un système de santé sous forme pyramidale. Donc, c'est nous qui produisons les données, c'est nous également qui sommes d'ailleurs en première ligne de la détection jusqu'à les interventions. Et malheureusement, c'est les autres qui analysent souvent nos données pour faire des programmes et des politiques, alors qu'on pouvait être cet élément central pour vraiment euh, décider au niveau local. Euh, je pense qu'il y a quelqu'un qui a même parlé de plaidoyer. Le plaidoyer, c'est pas seulement pour les autorités. Le plaidoyer, on peut faire un plaidoyer pour un changement volontaire de comportement. Et donc, et il y a plusieurs déterminants où on peut agir pour vraiment faire ce changement volontaire de comportement et que quand l'infirmier ou le personnel paramédical devient un leader, à la fin, ce sont
c'est le niveau central même qui va copier sur lui pour vraiment élargir les choses. Donc, en résumé, ce que je voulais partager avec vous. Merci. Merci. On va prendre la dernière personne et on va évoluer. Et ça, on va être 22 heures chez nous, 21 heures ailleurs. Oui, madame ou monsieur Naeri, monsieur Momoni. Bon, là, on dirait que c'est des mains levées Allô, allô, involontairement. allô, Oui, allô, vous m'entendez? oui, oui. Ok, allô, et je disais que je passais mes salutations à tout le monde depuis le Burkina Faso. Alors, en ce qui concerne effectivement, oui, au Burkina Faso, je prends le cas du Burkina. Oui, au Burkina Faso, par exemple, il y a une intervention centrée sur le leadership paramédical en santé communautaire surtout, et préventive en milieu rural peut se structurer par exemple autour de 5 axes comme ça, par exemple. Voilà, à savoir par exemple les formations des infirmiers, magiciens en leadership, supervision, on peut parler des responsabilisations des ASVC et même la planification locale avec les CSPS comme ça et suivi des indicateurs préventifs, aussi même le coaching par le district sanitaire. Voilà. Donc, si je veux être très précis, voilà, sur ces interventions, donc je fais ça. Je peux même avoir jusqu'à 8 comme ça. Hein. Voilà. Si vous me permettez rapidement, je peux aller. Vu l'heure, je pense que au cours de la formation, au cours des autres jours, on D'accord. aura l'occasion d'aborder ces interventions-là quand on aura un Ok, seul au niveau de la d'accord. séance de, de la D'accord, formation d'un d'accord, projet d'accord. de santé communautaire. On va plus aller en détail et détailler ces points. D'accord, merci. Merci beaucoup. Merci. Bon, là, on va évoluer. On va évoluer. Voilà. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va voir qu'est-ce que l'exécution de tâches et le leadership d'initiative. On va partir d'une situation réelle vécue en communauté. Et c'est par là on va planter le décor. Il y a un centre de santé en zone rurale. Il y a un centre de santé en zone rurale. Et chaque jour, il y a des patients qui arrivent avec les mêmes problèmes. Je nous exhorte de bien suivre la situation réelle parce que c'est ça, on va traîner durant toute la formation. Parce que ça, c'est réel. On ne peut pas rester dans la théorie. On est là vraiment, nous sommes des professionnels des gens. On va réfléchir ensemble et faire partie des faits réels pour planter vraiment des projets de santé communautaire vraiment dignes, concrets et puis impactants. Maintenant, il y a un centre de santé en milieu rural. Chaque jour, des patients arrivent avec les mêmes symptômes. Parmi ces symptômes, on a l'hypertension. Les patients arrivent avec les mêmes problèmes. Bon, il y a le problème de l'hypertension non suivie, le diabète découvre tardivement, les complications évitables. Et pourtant, tout le monde travaille dur. Le personnel, les agents de santé travaillent dur. Les paramédicaux, les infirmiers, les sages-femmes, les techniciens de labo et tout, les agents de santé, tous là, ils sont là. Tout le monde fait ce qu'il doit être fait. Mais le constat est que ces problèmes-là reviennent encore et encore. Selon vous, pourquoi les mêmes problèmes reviennent encore et encore? Une personne, une personne, une personne, selon lui, une personne. Oui, monsieur Issa.
Oui, monsieur, ça, vous avez la parole. Oui, bonsoir à tous. Oui. Je réponds au nom de Issa Pakotoro. Je suis technologiste biomédical ici au Burkina Faso. Ok. Après tous les problèmes ici présentés, la question est de savoir pourquoi les mêmes problèmes reviennent encore et encore. Selon moi, ici, la question à se poser, c'est est-ce que les patients sont suivis au bon moment? Puisqu'on a parlé de diabète découvert tardivement. Mais pour cela, quelle est la solution à proposer? Je crois que pour remédier à cela, il faut doubler plus les moyens au niveau rural que au niveau urbain. Puisque au niveau urbain, et je ne vais pas dire que la population est plus aisée, mais ils ont à leur disposition plus de nécessaire qu'en milieu rural. Donc, si Oui. on pouvait investir, et même si c'est 10% des fonds investis au milieu urbain, au niveau du milieu rural, je crois qu'on pourra remédier à un certain de problèmes comme et, énuméré ici plus haut. Et aussi sensibiliser encore plus. Parce que le suivi, ça ne suffit pas. Il faut mettre le paquet au niveau de la sensibilisation. Il y a de ces patients en milieu rural qui ne savent même pas qu'ils doivent contrôler leur tension à tout moment. Ils ne savent pas qu'ils doivent contrôler leur taux de glucose à tout moment. Ils attendent quand il y a un problème, quand eux-mêmes ne peuvent plus aller à l'hôpital, que ce soit leurs proches maintenant qui les amènent à l'hôpital. Donc, amener les patients à faire les contrôles très régulièrement. Je crois que pour ne pas trop divaguer, je vais m'arrêter à ce niveau. Merci bien. Ok, merci. Madame Eunice. Oui, bonsoir à tout le monde. Euh, À mon avis, je pense il y a une intervenante qui a parlé plutôt des déterminants sociaux de santé. Donc, moi, je pense que les mêmes problèmes reviennent encore et encore parce qu'on n'agit pas effectivement sur les causes de ces maladies-là. Les gens viennent à l'hôpital pour hypertension non suivie, on les traite et ils repartent dans le même environnement dans les mêmes causes, dans le même environnement qui leur permet je vais dire, d'être hypertendu ou bien d'avoir le diabète. Leur alimentation à la maison, est-ce que c'est surveillé? Est-ce qu'on leur dit ne mange pas ci, ne mange pas ça? Même quand on leur dit ne mange pas ci, ne mange pas ça, est-ce qu'ils ont les moyens de pouvoir manger ce qu'il faut pour prévenir leur santé? Donc, c'est ce que moi j'ai à dire sur cette question. C'est parce qu'on n'agit pas en fait sur les causes réelles de ces problèmes que ces problèmes reviennent encore et encore. Merci. Ok, merci. Il y a tellement d'intervenants où vraiment si on évolue comme ça, j'espère qu'on va pas rester dans le temps. Je vais prendre un dernier intervenant et on va évoluer. Ceux qui ont déjà parlé vont essayer de laisser place à ceux qui n'ont pas encore parlé ce soir de parler. Oui, le problème de déterminant. On va prendre euh, Madame Kumba. Madame Kumba. Si Madame Kumba n'est pas là, Madame Beneteau a déjà parlé ce soir. Euh, Madame Mariama. Oui, oui, bonsoir tout le monde. Excusez-moi, Oui, ok, vous pouvez parler. vous m'entendez? Oui, Oui, bonsoir tout le monde. Excusez-moi. Euh, bon, moi, ce que je voulais dire, je voulais juste rejoindre la dame qui vient de parler. Parce que pourquoi on voit toujours les mêmes maladies qui reviennent tout le temps? C'est parce que ce n'est pas
quand le patient vient, on ne traite pas la maladie, on traite juste les symptômes. Je dis les symptômes parce que, par exemple, quand une personne vient à l'hôpital avec des, euh, des symptômes divers, euh, on fait on calme d'abord la douleur, mais tout en cherchant la cause réelle de la maladie pour pouvoir le traiter normal. Alors que pour les maladies non transmissibles, comme le diabète, l'hypertension surtout, et ici, on ne traite pas réellement les causes de ces maladies. On fait juste donne des calmants, donne des conseils, mais les conseils ne sont pas respectés chez eux. Parce que pour les maladies non transmissibles, c'est surtout l'hygiène, le régime hygiéno-diététique qui peut surtout aider, alors que les patients ne, ne, comment dirais-je, ne respectent pas souvent les indications qu'on leur donne à l'hôpital parce que, comme l'a dit tout à l'heure la dame, peut-être ils n'ont pas les moyens pour suivre le régime hygiéno-diététique ou peut-être aussi il y a d'autres choses, ils veulent pas. La plupart du temps, c'est parce qu'ils veulent pas changer le mode de vie. Et ça, pour y remédier, il faut agir dans la population, se mélanger avec eux et essayer d'imposer des changements de comportement. Ce n'est pas seulement les médicaments qui peuvent traiter ces genres de maladies-là. Merci. Merci, vraiment, vraiment, c'est bien. Il y a beaucoup des intervenants, parmi tous ceux qui ont intervenu, il y a toujours, il y a deux mots qui reviennent. Il y a le mot déterminant de la santé, les déterminants de la santé qui revient à chaque fois. Et et le second mot, c'est la cause. Genre, il faut agir sur la cause de ces maladies-là. Mais sachant que aujourd'hui, 98% des causes des maladies, c'est dans la société et d'autres sociales. C'est dans la société. Et là, il faut alors agir dans la société. Vu que nous sommes, nous sommes des professionnels, des acteurs de santé. Nous vivons dans la communauté. Nous sommes le premier, euh, 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 nous sommes là, nous sommes en contact permanent des patients. Donc, nous devons agir. Là, nous devons réfléchir autrement. Nous devons réfléchir autrement maintenant il ne suffit plus de soigner les gens. Il ne suffit plus de soigner les gens parce que en soignant les gens, en les laissant encore aller dans leur milieu qui les a rendus malades, là, on n'est pas efficace. Un exemple encore palpable. Quelqu'un est palu, il est venu, on l'a soigné et on le laisse encore repartir à la maison, continuer à ne pas dormir sous moustiquaire. Ça veut dire que d'ici 3 jours, 5 jours, attendez encore revoir cette personne en consultation parce que la cause de sa maladie n'est pas traitée. C'est dormir sous le moustiquaire, mais il arrive qu'il ne dort pas sous moustiquaire, mais nous, on tente à seulement le traiter. Là, on ne serait pas efficace. Euh, Maintenant, il faut que nous avons le déclic. Dès ce soir, il doit y avoir un déclic en nous. Ce qui doit changer en nous, il y a des choses qui doivent changer en nous. Ce qui a tout changé le jour-là. Donc aujourd'hui, dès ce soir, je nous appelle à un déclic en tant qu'un acteur, en tant qu'un professionnel de santé. Nous devons avoir ce déclic-là dès ce soir. Si nous n'avons pas encore ce déclic, dès ce soir, je nous invite à avoir ce déclic. Et continuons sur notre cas pratique. Le déclic qu'un agent, un paramédical a eu et ça a tout changé. Un jour, dans le centre, il y a un paramédical qui a remarqué quelque chose. Déjà, en nous, je nous invite à poser cette question. Qu'est-ce que je peux remarquer dans mon milieu professionnel que les gens ne voient pas, mais qu'est-ce que moi je vois que les gens ne voient pas? C'est des questions qu'on doit commencer par se poser ce soir. Comme ce professionnel qui a remarqué quelque chose
Quel est le constat qu'il a fait? C'est que presque tous les patients hypertendus reviennent uniquement quand ils font une complication. Il aurait pu dire, c'est comme ça, et que oui, c'est normal. Si les patients reviennent, le patient ne suit pas, c'est comme ça. Bon, ce n'est pas mon rôle. Bon, je vais essayer de gérer à ma façon. Et puis c'est tout. Mais il n'a pas dit ça. Mais elle a fait autre chose. Au lieu de dire non, oui, c'est normal et que oui, si c'est comme ça doit... Non, elle a fait autre chose. Elle a décidé de compter pendant 2 semaines. Elle note les cas d'hypertension, les cas de complications d'hypertension, les patients qui ne reviennent pas. Et elle a réalisé quelque chose de simple. Elle a constaté que le problème n'est pas seulement médical. Il faut aussi lier au suivi et à l'éducation des patients. À ce moment-là, elle a changé de posture. Elle ne fait plus, elle ne fait plus que son travail. Elle fait mieux. Elle commence à sensibiliser les patients avant la sortie de la consultation. Elle met en place un petit rappel verbal systématique pour les mamans qui viennent pour la vaccination et autres. Elle organise une mini-séance de 10 minutes d'éducation pour ceux qui viennent pour la consultation, bien ceux qui sont venus pour la vaccination. Bien, en quelques jours, en quelques semaines, moins de retours en urgence, meilleur suivi des patients et surtout une amélioration visible sans budget supplémentaire. Elle a été efficace à moindre coût. Elle n'a pas dit oui, j'aurais besoin de l'argent pour payer ci, pour payer ça. Des simples actions que nous, en tant que professionnels de santé, on peut poser dans notre communauté pour vraiment changer la donne, pour vraiment agir sur les déterminants sociaux de la santé. Parce que la cause de 98% des causes des maladies aujourd'hui, la cause, c'est les déterminants sociaux de la santé. Donc, il faut commencer par agir sur ces déterminants en tant que premier contact du patient, en tant que premier contact du patient dans les milieux ruraux. On doit commencer par réfléchir, par agir sur les déterminants de la santé. Aujourd'hui, on ne peut plus parler en simple maladie. Il faut commencer par mettre le mot déterminant dans nos pratiques, dans nos langages, dans nos dictionnaires. Déterminants sociaux de la santé. Déterminants sociaux de la santé. Qu'est-ce que déterminants sociaux de la santé? Qui va me définir ça? Quelqu'un peut lever la main. Déterminants sociaux de la santé. Déterminants sociaux de la santé. Oui, monsieur ou bien madame Khadijat, vous avez la parole. Oui, bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Je peux dire qu'un déterminant social de santé peut être défini comme un facteur qui peut influencer la santé. Ok, super. Autre personne? Oui, madame Esther. Oui, bonsoir à tous. Euh, je peux définir les déterminants sociaux de la santé comme l'ensemble des conditions dans lesquelles les personnes vivent au travail et qui influencent fortement leur état de santé. Oui, super, très belle définition. Et moi, je vais aller plus loin pour dire des conditions dans lesquelles les personnes naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent, qui influencent directement la santé. Donc, nous devons agir sur les déterminants. Donc, cette infirmière en milieu rural est partie d'un constat simple. Après ce constat, il a posé des actes. Il a poussé ses réflexions. Et puis, ben, il a eu des résultats.
extraordinaire, visible, sans budget supplémentaire, sans même aller voir quelqu'un pour dire oui, bon, ok, d'accord, j'ai besoin de tel montant pour subventionner tel projet. Non. Quelle est la leçon derrière cette histoire? Trois personnes. Quelle est la leçon derrière cette histoire? Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette histoire rapidement? Chers experts, chers Oui, acteurs, oui, je quelle peux. a le... Oui, allez-y. Ok, moi, la leçon que je retiens de cette histoire, c'est que il n'y a pas de remède aussi rapide que ça soit à l'hôpital. La maladie ne se soigne pas dans la totalité à l'hôpital, mais plutôt en société. Parce que nous avons toujours été allés à l'hôpital, mais les problèmes de santé sont toujours restés tels. Donc, comme leçon de morale, l'environnement, en tout cas, l'hôpital n'en est que pour 30%, si je peux le dire, et que ces 70% restants, le travail doit être fait en communauté. Ok, super. Et oui, Madame Kamel. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Je réponds au nom de Nodjumon Carmel. Je suis nutritionniste diététicienne de nationalité tchadienne. Et par rapport à cette histoire, la leçon que j'ai tirée est que face à un problème, il faut s'asseoir, faire une pause, réfléchir, afin d'identifier ce qui se cache réellement derrière ce problème. Et ensuite, il faut mettre en œuvre des actions. Super. On va prendre deux personnes encore. Madame Marie-Andrea, bien André. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir à tous. Je suis Kadimon Marie-André, étudiante. La leçon derrière cette histoire, c'est que pour chaque professionnel de santé, le rôle principal n'est pas seulement d'offrir des soins lorsque, lorsqu'une personne se présente à l'hôpital, mais également de chercher à comprendre d'où provient ce problème-là et de chercher à agir afin que cette personne ne se retrouve plus dans cette même situation. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Merci. On va prendre encore deux personnes. Monsieur Paul Akouete. Oui, oui, bonsoir. Paul Benakou depuis Togo. La leçon apprise derrière cette histoire, c'est que nous devons agir face à des situations comme ça. Nous ne devons pas rester spectateurs. Et nous devons agir sans attendre un grand budget. Nous devons agir avec les moyens que nous avons, les moyens du bord. Merci. Merci. Monsieur Diouf. Monsieur Diouf. Bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous m'entendez. Oui. Bon, la leçon que derrière cette histoire, c'est que se concentrer uniquement sur les soins reviendrait à traiter non seulement les conséquences des problèmes de santé, alors que le fait d'agir sur le déterminant permet d'en réduire les causes profondes de ce problème de santé en réalité. Merci beaucoup. Oui, monsieur Amplias. Oui, merci beaucoup. Pour ajouter à ce que tout le reste, ils ont déjà dit, il y a un monsieur qui avait parlé plus tôt, disait que c'est les professionnels de première ligne qui produisent les données premièrement. Mais après ça, le traitement ne se fait plus au niveau de ces professionnels-là. Mais ici, nous voyons que cette dame-là a traité directement les données. Ça lui a permis de mener des actions concrètes directement
et assez rapidement et on a vu les résultats. Alors que si ça allait être traité au niveau central, ça pourrait prendre plus de temps que ça. Et donc, moi, je pense que ce que moi, je peux retenir de cette histoire, c'est que je peux déjà, à mon niveau, traiter les données que je produis et mener des actions concrètes que je peux faire à mon niveau. Merci. Bon, qui n'a pas encore parlé ce soir, qui peut prendre la parole? Celui qui n'a pas encore parlé ce soir. Monsieur Abel, Oui, je ne vous arrête pas, mais il est déjà 22 heures. Du oui, coup, je pense qu'on peut évoluer et après, à la fin, d'accord, il va intervenir. d'accord. Madame FIFA, mais une dernière intervenante. Ok, bonsoir à tous. Merci Bonsoir. pour la parole donnée. Je voudrais juste ajouter à ce que mes prédécesseurs ont dit que en tant que professionnels de la santé, quand nous recevons nos patients, surtout que ils viennent et à répétition, la moindre des choses, c'est d'entrer en communauté et de chercher les déterminants ou bien les facteurs, les causes qui font que de leur pathologie. Donc, de ne pas seulement se cantonner sur les prescriptions médicales, les soins, parce que ça ne sera qu'un traitement aléatoire et chaque fois qu'ils vont retourner en communauté et être en contact avec les facteurs sociaux, bien les déterminants sociaux, c'est que les maladies là vont être toujours récurrentes. Merci, c'est ce que je voulais ajouter. Ok, super, super, super. Vous avez bien suivi l'histoire et vous avez retenu des leçons typiques. Et ça, je suis très content. Et c'est ça. Ce soir, c'était interactif. Vous êtes des experts et on est là pour échanger en tant que professionnels, pour trouver des solutions à des, à des maux qui minent notre communauté. C'est comme ça. Euh, oui, au cours de vos interventions, moi, j'ai noté quelques points. Il y a déjà identification de problèmes. Oui. Formulation des actions, traitement des données. Au niveau du traitement des données, vous allez constater que cette infirmière a traité ces données à sa manière. Il n'a pas besoin d'un outil, d'un logiciel en tant qu'un statisticien avant de traiter ces données. Il a commencé juste par compter les cas. Oui, ok, j'ai constaté. Il y a nos registres de constatation qui sont là. À la fin du mois, en faisant des dépouillements. Et puis, on envoie seulement ces données en haut. Mais déjà, à la fin du déploiement, on peut voir dans le mois quelle est la maladie qui a la plus grande prévalence, genre, qui a le plus grand nombre. Si c'est palu, ok, ça veut dire que palu a dominé celle ce mois-ci. On n'a pas besoin d'être un statisticien avant de commencer par faire ce petit constat-là. Mais c'est si on n'a pas peut-être, on ne voit pas, on n'a pas peut-être l'idée de voir les choses comme ça. C'est pour ça qu'on est là ce soir, pour se partager des idées, pour se partager des techniques, pour pouvoir impacter notre communauté. C'est ce que vous me recevez. Le son est Oui, bon. on voudrait ça. OK, donc impacter notre communauté. Simplement, l'infirmier a compté, il y a tel nombre de cas d'hypertension, il y a tel nombre de cas de diabète. Le diabète est beaucoup que l'hypertension ce mois-ci, le mois prochain, c'est la tension qui est beaucoup. Ça veut dire que cette problème commence pas à perdurer dans la communauté. Qu'est-ce que je peux faire? C'est là les questions qu'il faut commencer par se poser. Là où nous sommes actuellement, qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment impacter, pour vraiment agir sur les déterminants sociaux de la santé? Donc, c'est comme ça. Nous devons agir. Nous devons chercher à comprendre les problèmes. Nous devons chercher à pousser. Si nous n'allons pas forcément dans la communauté, on peut poser la question, est-ce que madame, vous dormez sous moustiquaire? Ça commence par là. Il y a d'autres collègues qui n'ont pas peut-être le réflexe de poser cette question au cours des consultations. On n'a pas besoin d'être forcément dans la santé. Ah, même à la maison, on peut faire, on peut agir. Il y a notre voisin qui est là, on lui demande, ah voisin, est-ce que tes enfants ont dormi sous moustiquaire aujourd'hui? Ah non, ah mais ça, c'est pas bon. C'est comme ça. On commence par agir un peu, un peu. Moi, on va évoluer. Je vais vous présenter maintenant.
La leçon derrière cette histoire, selon moi, vous avez déjà tout dit, hein, ce n'est pas attendre une grande réforme. L'infirmière n'a pas à croiser les mains pour que l'État ou bien le ministère vienne décider. Il dit, il faut faire ci. Non, il ne faut pas attendre une grande réforme. Il ne faut pas attendre un projet international. Non, il ne faut pas attendre des moyens supplémentaires toujours. Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est voir ce que les autres ne regardent plus. Ce que peut-être les autres, les médecins les voient, oui, ok, moi, mon problème, c'est comment faire pour soigner, guérir la maladie. C'est voir au-delà de ça. Voir ce que les autres ne voient pas. Poser une question simple. On n'a pas besoin d'avoir master, doctorat. Non, non, non. En tant qu'un professionnel déjà, en tant qu'un acteur, un simple relais peut poser cette question, hein, une question simple. Et il faut commencer, il faut essayer des petites actions concrètes. Il faut commencer par des petites actions concrètes. Et c'est ça le leadership paramédical. Ce qu'on vous demande ce soir, c'est ça. Très simple. Ce n'est pas compliqué. Bon, on va passer au point, je pense que c'est le point 2. Qu'est-ce qu'un ami attend de vous? Qu'est-ce qu'on attend de vous pendant ces quelques jours d'échange entre experts, entre collègues? Qu'est-ce qu'on attend de vous? Dans ce programme, vous ne serez pas des spectateurs. Ça a commencé ce soir. Moi, je ne viendrai pas exposer des diapositives et faire des lectures, vous voulez des choses. Non. Ensemble, on va échanger. Nous sommes des professionnels. Nous ne sommes plus des élèves, nous ne sommes plus des étudiants. On va réfléchir ensemble. Vous serez des acteurs. Nous serons des acteurs. On ne nous demande pas un projet complexe. C'est qu'on ne peut pas faire. Un projet très gigantesque. Non. On ne vous demande pas de produire des documents théoriques. Non. On ne nous demande pas d'inventer, de faire des innovations technologiques. Non. On vous demande juste un problème réel de votre terrain, un problème réel de votre expérience, une observation simple, une action faisable avec peu de moyens dans votre communauté pour produire des résultats mesurables. Afin que tout ça soit réalisable, nous devons avoir de la volonté, une volonté d'apporter un de plus à notre communauté en tant qu'acteur. Donc, c'est ce que nous attendons de vous au cours de ces quelques jours d'échange, de formation, de discussion. C'est ça. On vous demande juste de réfléchir, de penser à un petit problème, petit problème réel sur le terrain que nous vivons quotidiennement, en partant d'une observation simple, en posant des actions faisables avec peu de moyens pour produire des résultats mesurables. Maintenant, qui a déjà vécu une expérience, qui a déjà produit quelque chose du genre, qui veut bien partager avec nous? Là, on va prendre deux intervenants parce que ça ne reste que, on n'a que 30 minutes pour finir, hein. Ça en va être 23 heures. Vous avez la parole, chers experts. Il a déjà essayé un genre de truc, de petits trucs comme ça, qui veut bien partager avec nous dans sa communauté, partager avec nous comment elle a fait partie quelles sont les idées, comment elle a procédé, le problème, l'idée, les actions et les résultats qu'elle a obtenus. Partage d'expérience. Vous avez la parole. Oui, Monsieur Momoni. Alors, bonsoir le groupe.
Oui, bonsoir. Ok, moi j'aimerais vous faire un partage d'expérience. Ok, Moumouni, j'appelle depuis le Togo. Oui, Je suis infirmier ok, c'est correct. et dans ma communauté, entre-temps, j'enregistrais beaucoup de morceaux de serpent qui viennent au centre tardivement, quoi. Ok. Donc, Et dans cette tardive, oui, plus ça, en général, tardive, des envenimations ok, de serpent. Donc, à un moment donné, avec mes enquêtes, je me suis dit que bon, lorsque quelqu'un vient, je demande quand est-ce que ça s'est produit. Donc, du tout, la plupart me donnent 3 jours, 4 jours. Et à un moment donné, j'ai cherché à savoir. Maintenant, quand ça se passe, c'est où ils se rendent d'abord. Qu'est-ce qu'ils font d'abord à la maison avant de venir après 3, 4 jours? Et du coup, j'ai compris que non, il y a un tradithérapeute dans le village et ces cas surviennent, ils passent par le monsieur d'abord. Lorsque le monsieur essaie, à un moment donné, s'il n'a pas satisfaction maintenant, ils font recours à l'hôpital. Donc, je me suis dit que bon, ça serait mieux de collaborer avec ce monsieur, puisque lui, il vit dans la communauté avec eux. oui. Moi, bon, je suis qu'un passant. Je ne parle même pas leur langue, donc j'ai tissé de l'amitié avec le monsieur, le tradithérapeute, et on s'est fait partage d'expérience. Et j'ai expliqué l'envenimation, qu'est-ce qui se produit. Bon, je l'ai expliqué les cas. À un moment donné, lui-même, il a compris que non, en faisant les incisions sur les jambes, ça brisait le saignement. Ensemble, on a pu avoir un terrain d'entente. Et au début, j'ai dit non, je peux faire pour moi. Après tout, vous mettez pour vous aussi. Et on a commencé petit à petit. Bon, à un moment donné, lui-même, il a commencé par me référer les cas que je fais, des traitements. Lui vient avec des précautions pour. Il me demande si. Je lui dis que non, oui, il peut boire tant qu'on ne va pas le blesser. Il peut boire. C'est quand on blesse, on met la lame ou bien le couteau que la personne va saigner. Mais si c'est pour donner quelque chose à boire, ça peut se faire. Et on a commencé par collaborer ensemble. Et j'ai vu que non, les cas ont commencé par diminuer. Et puis les gens viennent directement chez moi avant D'aller chez lui. oui, de l'appeler le lendemain pour qu'ils viennent voir aussi. Donc, ils venaient au centre et puis une bonne collaboration entre nous deux. Donc, c'est ce que j'avais comme expérience pour partager au groupe. Merci. Très belle expérience, très belle expérience. Ça, et dans votre expérience encore, il y a encore des leçons qu'on peut tirer. La collaboration entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne. Il faut que les deux aujourd'hui commencent par peut-être collaborer parce que de l'autre côté, tout n'est pas faux. Il y a aussi des choses qui marchent, mais peut-être que c'est la manière dont eux, ils voient les choses. Donc, très belle expérience, très belle expérience. Maintenant, il y a Madame Fifame qui veut bien partager ses expériences avec nous. Vous avez la parole. Ok, merci pour la parole, Tony. Juste un petit partage. Mon cas, c'est les accouchements à domicile qui étaient récurrents au niveau de notre aire sanitaire. Donc, malgré les sensibilisations, tout ce qu'on faisait, on se rendait compte que tout le temps,
au moment de l'accouchement, les femmes restaient toujours à la maison, elles accouchent et parfois il y a des complications par rapport à la maman ou comme pour le nouveau-né. Donc, face à ce problème, avec notre équipe, on a dû faire rentrer dans la communauté avec l'aide des agents de santé communautaire pour pouvoir voir c'était quoi le problème, pourquoi malgré les sensibilisations, tout ça là, les femmes, lors de l'accouchement, elles ne viennent pas au centre. Et on s'est rendu compte que d'abord, les voies pour accéder à notre formation sanitaire, les voies n'étaient pas du tout bonnes et c'est loin. En plus, la communauté même qu'on a beaucoup ciblée par rapport à ce problème, c'est qu'il n'y a pas de moyens de déplacement. Donc, finalement, ce qu'on a proposé, c'est, on a vu le chef du village. Donc, on lui a narré comment les femmes ne venaient pas et le pourcentage de décès qu'on avait dans sa communauté. Donc, ce qu'on a fait, on a identifié quelques personnes. Ils étaient 4 comme ça, qui avaient des motos et puis certains avaient tricycle. Donc, après les avoir identifiés, pour que au moins quand les femmes, le moment d'accouchement arrive ou bien qu'elles se sentent, c'est que ces personnes soient disponibles pour pouvoir transporter les femmes, conduire les femmes là à l'hôpital. Donc, c'est ce qu'on a fait avec l'aide de la communauté et l'implication du chef du village. Vraiment, maintenant, là, il n'y a plus de bon. Aucune femme ne peut plus dire que parce que soit je n'ai pas les moyens pour arriver, ou bien c'est parce que la route, parce que souvent les accouchements là surviennent même à des heures où vraiment il n'y a pas les moyens de transport ne sont pas disponibles. Donc, ces personnes identifiées, ils savent déjà qu'à telle personne est enceinte et qu'il y a cette communication qui est suivie. Quand le moment arrive, on appelle, il y a toujours, au moins parmi les 4, il y a toujours quelqu'un qui est disponible pour amener ces femmes à la formation sanitaire. Donc, c'est maintenant comme ça qu'on a pu améliorer les, les décès et tout ça là, qu'on a pu réduire ça. Donc, c'était ma petite expérience que j'avais tenue à partager avec vous. Merci. Super, c'est ça. Très belle expérience. Et vraiment, c'est des expériences très, très choquantes. Vous voyez une femme qui vient accoucher et faute de moyens de déplacement et d'accès, il y a des complications et parfois elle meurt. C'est choquant. C'est choquant. Oui, c'est ça. Il suffit de pousser un peu la réflexion, de réfléchir. Il y a des moyens de bord pour gérer. Euh, Sous autres cieux, il y a ce même problème, mais qu'est-ce que eux ils ont fait? Eux, ils ont allé voir, il y a une vieille dame, la matrone du village, qui accouchait les gens dans le village, là-bas. Mais vu qu'elle n'est pas qualifiée, ça ne passe pas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont formé cette vieille pour qu'elle puisse vraiment accoucher et référer quand il le faut. Et puis, c'est comme ça. Vraiment, s'il n'y a plus de main levée, on va évoluer. Moi, je vais partager l'expérience qui est ici avec vous et vous allez voir. Exemple concret de projet attendu, d'expérience attendue. En un, il y a le problème. Pour commencer un projet de santé communautaire, il y a le problème. Le problème découle du constat. Il faut d'abord faire un constat. Constater un fait, quelque chose qui ne va pas dans la communauté. On n'a pas besoin d'être forcément docteur, infirmier, quoi que ce soit, avant de faire des constats. Donc, c'est pourquoi le projet de Anami, c'est vraiment communautaire. Vu que les problèmes aujourd'hui, ça part de la communauté. C'est eux qui souffrent plus.
Donc, il faut poser un problème. Le problème, c'est quoi? Ici, on constate que de nombreuses femmes enceintes sont perdues de vue pendant le suivi prénatal. Ça, c'est le problème. C'est ce qu'on a constaté. Et qu'est-ce qu'on lieu de faire maintenant? Il faut améliorer le suivi de ces femmes enceintes-là. Donc, ça, c'est le problème. Parce que quand on ne le fait pas, les conséquences sont là. Les conséquences après, nous savons tous, il y a l'augmentation des complications pendant la grossesse, l'accouchement. ginnaaw bëgg def wala wone ni bëgg na def deuxième mandat parce que ñu bëri booy waxtaan ak ñoom li Donc, je disais tantôt, exemple de projet, genre, exemple d'expérience ici, est simple. On a constaté que au cours du suivi des grossesses, là, il y a certaines femmes qui sont perdues, on ne les voit pas. Mais on sait que quand il n'y a pas de suivi, les conséquences sont là. Il y a l'augmentation des complications, l'accouchement qui devient à risque et il faut vraiment évacuer. Il y a le taux de mortalité non natale qui augmente. Donc ça, c'est le problème typique. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il faut avoir des objectifs. Face à ce problème, qu'est-ce que je dois faire? C'est des objectifs. Il faut améliorer le suivi des femmes enceintes afin de réduire la perte de vue et renforcer la continuité des soins prénataux. Donc, c'est ça. Vous devez partir d'un problème. Pour construire un projet de santé communautaire, on part du problème, on forme les objectifs. Après les objectifs, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir agir sur ce problème? Là, vous tombez sur les activités, les actions simples et réalisables sur le terrain. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, vous pouvez appeler les femmes, les rappeler les rendez-vous, ceux qui sont absents, il faut les rappeler à chaque fois. Il faut mettre en place un carnet de suivi simplifié. Il faut sensibiliser systématiquement lors de chaque visite prénatale. Identifier les femmes à risque, les femmes qui sont susceptibles de perdre de vue. Maintenant, il faut comprendre pourquoi elles ne viennent pas. Après ces actions, il faut maintenant mesurer les actions. Il faut voir si mes actions vraiment seront efficaces. Donc, pour que ces actions soient efficaces, il faut voir le nombre de personnes. C'est ça, le changement pour constater le changement, il faut comparer le nombre de femmes revenues en suivi après rappel. Il faut voir le taux des femmes perdues de vie avant et après ton intervention. Le nombre de suivis prénatal complétés, est-ce que ça a augmenté? Bien, est-ce que ça a diminué? Est-ce que c'est resté stable? Maintenant, il faut valoriser l'impact des projets. Est-ce que ce projet nous a permis réellement de réduire les complications maternelles évitables? Oui. Est-ce que ça a amélioré la qualité de suivi prénatal? Oui. Est-ce que ça a renforcé la continuité des soins? C'est des constats. Maintenant, est-ce que mon projet vraiment, est-ce que mes actions ont des impacts à long terme? Parce qu'il ne suffit pas d'avoir seulement des actions à court terme, genre sur quelques jours, bien quelques mois, bien quelques années. Il faut que l'action que vous mettez en place doit avoir des conséquences, des impacts, doit perdurer dans le temps. Les impacts à long terme, il faut les voir. Ici, moi, mon impact à long terme ici, c'est essayer quand même d'améliorer la santé maternelle et réduire la mortalité évitable. Parce qu'il y a des choses qu'il faut éviter, qu'on peut éviter.
Et après chaque intervention, après la mise en place de vos actions, la mise en place de votre projet, il faut faire le suivi. Quand vous ne faites pas le suivi, vous ne saurez pas est-ce que ça a marché ou ça n'a pas marché. Il faut observer, il faut faire le suivi pour observer et mesurer en continuité l'avancement de votre projet, de vos actions. Pendant l'exécution, pendant la mise en œuvre de vos actions, il faut voir, il faut se poser des questions à chaque fois. Est-ce que mes actions sont en train de se dérouler comme prévu, comme ça doit être? Il faut se poser des questions à chaque fois. Il faut aussi effectuer l'évaluation de nos actions sur le terrain. Il faut évaluer. Il faut faire une analyse plus globale, réaliser à un moment donné. Si c'est au début, il faut s'asseoir au début et se poser des questions. Est-ce que mes actions vont vraiment atteindre les objectifs que je me suis fixés au départ? Et quels seraient les impacts dans la communauté? Il faut aussi poser ces questions-là à chaque fois. Ça nous permettra de mesurer l'impact de nos actions, de voir si vraiment ce que nous faisons là, est-ce que ça suit, ça tient la route? Est-ce que on ne fait pas pour faire? Donc, il faut faire le suivi et l'évaluation. Maintenant, la mise en œuvre, la mise en place de tout projet efficace repose sur 5 éléments essentiels. Il faut un problème clair, des objectifs précis, des activités simples, des indicateurs de suivi, une amélioration visible sur le terrain. C'est cela que nous allons construire ensemble pendant ces quelques jours de formation, de discussion ensemble. Il faut que nous passons vraiment de je fais mon travail à j'améliore mon système. Il faut commencer par changer les choses aujourd'hui. Nous ne serons plus des acteurs observateurs seulement sur le terrain, des acteurs exécutant seulement des soins, des gestes, non. Il faut que nous passons vraiment, il faut passer vraiment de je fais mon travail à j'améliore le système. C'est de ça ce soir. C'est de ça il s'agit. C'est ça au cours de ces quelques jours de formation. C'est ça on va nous apprendre. C'est ça on va échanger. Nous savons tous, nous avons des idées, nous avons des éléments. Mais ensemble, on va réfléchir et mettre en place des actions concrètes qui vont vraiment nous permettre d'impacter notre communauté, de passer de je fais mon travail à vraiment j'améliore le système. Parce que le système le système de santé aujourd'hui de nos pays, ça a vraiment besoin d'être amélioré. Il faut aujourd'hui intégrer la notion de déterminant de la santé. Ce que vous avez appris ce soir, d'autres n'ont pas eu le privilège d'apprendre, de connaître la notion de déterminant social de la santé. Parce que moi, je dirais à 90% de nos problèmes de santé aujourd'hui, ça a pour cause les déterminants de santé. Et parlant de déterminants de santé, chaque partie prenante a sa part de responsabilité. Nous, en tant qu'agents de santé, acteurs de santé, nous avons nos parts de responsabilité. Le gouvernement, les politiques aussi, ils ont leur part de responsabilité. Mais il faut que l'éveil de conscience commence quelque part. Et c'est ça, je nous appelle ce soir. Et c'est ça, on est en train de planter le décor ce soir. C'est ça, nous allons construire ensemble. Il faut que l'éveil de conscience commence déjà à la base, chez nous les acteurs, et à travers des actions concrètes, des problèmes clairs, des activités simples, pour vraiment impacter, pour améliorer notre visibilité sur le terrain. En conclusion, je dirais que le leadership paramédical commence par l'observation. Il se développe par la responsabilité. Il faut que dès ce soir, on commence par prendre des responsabilités en tant que professionnel. Et il se concrétise par une petite action simple, mais très réelle.
Dès ce soir, je nous invite à réfléchir, à commencer par mener des réflexions. Je nous invite maintenant à réfléchir. Dans votre service, quel est le problème que tout le monde voit, mais que personne ne prend le temps de traiter simplement? Ce soir, avant que vous dormiez, je vous exhorte à réfléchir. Dans nos services, dans mon entourage, dans ma communauté, dans ma maison, sur mes lieux de travail, quel est le problème que tout le monde voit, mais que personne ne prend le temps de traiter? C'est ça. Parce que c'est exactement là que commence votre futur projet de santé communautaire que Anami a organisé. C'est de là que ça commence le futur projet, le projet. Les projets de votre de santé communautaire, les projets que vous allez formuler durant ces jours de formation. Ça part de là. Quel est le problème que tout le monde voit, mais que personne ne prend le temps de traiter simplement? Ça tout part de là. Je vous remercie beaucoup pour votre aimable attention, pour vos participations, pour vos interventions, pour vos apports, pour vos éclaircissements. Je suis vraiment très content de vous. Nous sommes à la fin de notre présentation, de notre discussion, de notre séance d'échange. Je ne sais pas s'il y a des questions